Bienvenue à tous et merci de nous regarder. Merci de regarder votre magazine, ce magazine de la rédaction que reçoit des invités pour parler des sujets d'actualité politique, économique, juridique, sociale. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un professeur d'université. Il enseigne le droit. Il est également avocat. Il s'appelle Boniface Kabanda. Il est notre invité. Bienvenue, monsieur le professeur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes auteur d'un livre, d'un volumineux livre. Nous avons débattu de ce livre il y a quelques mois, ici également, intitulé « La lutte contre le blanchiment de capitaux et les financements du terrorisme ». Aujourd'hui, nous allons parler des sanctions. Nous allons parler de la pratique du gel des avoirs qui prévoit le droit international, qui prévoit la loi congolaise. Élément de réponse avec vous, professeur. Alors, la première question que je voudrais vous poser d'abord, c'est quoi le sanction, professeur? Comment vous définissez le sanction? Le sanction ou la sanction est un élément de l'infraction. Parce qu'aucune infraction ne peut pas exister s'il n'y a pas le fait, la partie du droit et ce que la loi prévoit comme punition. En d'autres mots, la sanction, c'est la punition. Mais alors, du point de vue du droit international, est-ce qu'on en a toujours la même définition? Le droit international que génèrent les conventions, c'est la même définition, bien qu'il peut y avoir des variantes possibles. Voilà. Alors, professeur, quand est-ce qu'un État ou quand est-ce que, je vais prendre l'Organisation des Nations Unies, peut prendre des sanctions à l'encontre d'un État? Allons, parce que là c'est du droit international. Oui. L'État est souverain. Sa souveraineté est limitée par les conventions internationales qu'il ratifie ou adopte. Et lorsque vous cédez une partie de votre souveraineté du fait des accords, parce que dans l'accord, il y a ce qu'on appelle attente légitime. Quand vous procédez à ratifier une convention internationale, c'est que vous acceptez les contenus de cette convention-là. Et quand on va vous opposer des clauses contractuelles, vous n'allez plus dire que je suis souverain. Donc, lorsque on accède ou on négocie une convention, vous devez la respecter, et c'est là que vous trouvez dans le code civil et le troisième, les conventions légalement formées tiennent des lois à ce qu'elles ont faites. Donc ces conventions-là sont des lois des parties. D'accord. Mais professeur, on distingue également des sanctions unilatérales, des sanctions multilatérales. Nous avons assisté en République démocratique du Congo, dans le monde, des États qui prennent des sanctions à l'encontre d'un autre État. Est-ce que ça relève également du droit international, cette pratique? Je crois que la question est très, très pertinente par rapport au contexte. Oui. Et on en a suivi par rapport à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Oui. Alors, quand vous prenez le Conseil de l'Organisation des Nations Unies, vous avez le Conseil de sécurité qui prend des résolutions de gel ordonnant aux États de geler le produit de terroristes. Donc, c'est du fait que nous avons adhéré aux Nations Unies que nous devons accepter les conséquences des décisions prises par le Conseil de sécurité, qui est le patron de la sécurité internationale. Ok. Mais alors, est-ce que, en République démocratique du Congo, est-ce que la loi congolaise dispose également des sanctions, des gels des avoirs? Là, je commence à comprendre, parce que la technicité que vous maîtrisez du journalistique, c'est que nous sommes dans le cas de blanchiment des capitaux. Oui. Il y a les conventions internationales régulièrement ratifiées par notre pays. Commande à ce qu'on doit porter atteinte à la poche des criminels. Il y a un principe qui découle. Il ne faudrait pas que les crimes payent. Et les crimes économiques génèrent des fortunes. Et quand il y a des procédures, il faudrait premièrement geler les avoirs des criminels. Et cette procédure, dans notre loi interne, c'est la loi numéro 04/016 du 19 juillet 2004. 2004, oui. Elle prévoit d'ailleurs, c'est la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. C'est l'intitulé. C'est l'intitulé. Okay. Donc, à ce niveau-là, nous avons la cellule de renseignement financier qui peut ordonner les jeunes pendant 48 heures. Et dépasser 48 heures, il faudrait que le procureur, donc le ministère public, puisse prendre une ordonnance motivée. Donc, dans notre loi interne, il y a la mesure de gel des avoirs.
Il y a la mesure de jet des avoirs pour ceux qui seront livrés à des activités, des blanchiments d'argent, évidemment. Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord, quand on gèle, les gens doivent être d'abord informés. Ce n'est pas une procédure contradictoire. À ce niveau-là, ce n'est pas encore le contradictoire. On en avait parlé avec vous sur mon premier livre. Oui. Le contradictoire ne vient qu'après. C'est encore en interne où le CNRF, la cellule, ordonne la saisie et vous serez informé après. C'est qu'on peut vous suspecter que vous avez de fonds qui ne viennent pas d'une activité licite. Prenons, vous êtes préfet d'une école primaire, oui. Vous êtes fonctionnaire de l'État, vous avez un salaire de 200 $ ou 500 $. Et lorsqu'on vous trouve sur votre compte plus de 2 millions de dollars, c'est que ce sont des fonds apparemment qui ont une origine illicite. On peut vous soupçonner. On peut vous soupçonner. C'est quand il y a soupçon et quand il y a une opération douteuse. Pourquoi c'est douteux? Parce que vous avez un salaire connu qui est déclaré au fisc. Ces fonds-là, vous n'avez pas hérité. Alors c'est à vous de justifier. De prouver. Évidemment l'origine des fonds. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas moyen entre, lorsque cet argent est déposé par exemple en banque, et qu'il y ait une collaboration maladroite entre les banquiers et la personne qui verse l'argent au sein de la banque? En fait, les gens doivent savoir une chose. Le banquier, on dit toujours, il vous prête le parapluie avant la pluie, il vous retire dès que la pluie commence. C'est-à-dire un banquier aime toujours l'argent. Mais aujourd'hui, on leur demande d'être transformés en policiers. Parce que la Bible dit qu'il faut prier pour la vie dans laquelle vous vivez. Sa sécurité fait dépendre de la vôtre. Donc les banquiers ne peuvent pas être que pour faire l'argent, ils doivent participer à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. C'est comme ça qu'il y a la loi même de 2004 enjoint aux banquiers d'y participer. C'est comme ça au sein de la banque, de toute banque, il y a une autorité de conformité qui doit veiller sur les opérations qui se passent au sein de la banque pour pouvoir réformer la cellule de renseignement financier. En République démocratique du Congo, cette autorité de régularité, c'est laquelle? C'est la cellule de renseignement financier. Qui est en collaboration avec toutes les banques de la République démocratique du Congo. Toutes les banques y sont soumises. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au sein de la banque, la traçabilité des opérations financières est connue par cette cellule. C'est vrai, la traçabilité, elle est supposée être connue du point de vue de la loi. Mais dans le fait, il est toujours pas le cas. Oui. Dans les faits, il est incertain de croire à la lutte menée par les banques. Voilà. Alors, professeur, j'aimerais bien que vous répondiez à cette question parce que j'ai commencé avec cette question. L'Amérique a levé un nombre de sanctions à l'égard des officiels congolais. Est-ce que cela répond également du point de vue du droit international? Nous ne sommes pas dans les cas d'espèce pareil du droit international. Oui. La question est celle de savoir, est-ce que dans l'arsenal juridique américain, de l'État américain, y a-t-il ce dispositif juridique? C'est comme ça qu'il faut poser la question. Exactement. Parce que ici, quand vous ratifiez une convention, il faut l'intégrer dans votre droit interne. Alors ça devient la loi nationale américaine ou ça devient la loi nationale congolaise. Mais cette loi nationale américaine doit être appliquée par aux officiels américains et non des autres États. En fait, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ce sont des infractions qui sont presque prévues par l'ensemble d'États faisant partie du concert des Nations Unies. Nous avons été d'ailleurs, tout est parti des attentats de 11 septembre 2001. Et les Américains, par les Nations Unies, ont poussé à ce que les États puissent réprimer le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Parce que le blanchiment des capitaux et le terrorisme sont des frères siamois. Ils marchent de pair avec la corruption. Et c'est comme ça que les Américains, à l'échelle de valeurs de lutte, les Américains mettent au premier plan le terrorisme. Deuxième élément de lutte, c'est la corruption. Donc pour eux, leur loi commande à ce que, quand il y a des soupçons, surtout par rapport aux autorités publiques, parce que dans le blanchiment des capitaux,
ceux qui exercent les mandats publics sont déjà la cible. On suppose qu'ils amassent plus d'argent qu'ils n'en gagnent régulièrement. Okay. Mais ici, c'est peut-être le contexte qu'on peut polémiquer. Pourquoi aujourd'hui? Mais par rapport à les lois, il y a des dispositions qui permettent à ce qu'on puisse geler les avoirs de n'importe quel citoyen du monde. Mais parce que vous ne pouvez pas ordonner le gel des avoirs que vous n'en avez pas. C'est comme qui dirait quelqu'un, bon, la femme a avorté, mais on ne peut pas avorter sans qu'on ait au préalable la grossesse. Exactement. Donc, ce qui revient à dire que l'autorité américaine, 70% peut être sûr que ces avoirs-là sont sur le territoire américain. Donc ça veut dire que si les avoirs sont sur un autre territoire, par exemple la République démocratique du Congo, ils n'ont pas ce pouvoir-là de contrainte ou de gel. J'y réponds par oui ou non, Aimé. D'abord, l'Amérique, c'est un territoire d'attractivité important par rapport aux finances. Et lorsque l'Amérique vous dit, bon, vous encouragez telle activité, vous n'allez plus être en relation d'activité avec nous. Je crois que cette banque doit tomber en faillite. Et puis, lorsque vous exercez, vous faites vos transactions en dollars, ça donne également la compétence américaine, des juridictions américaines sur cette activité parce que vous utilisez leur argent. Et puis, troisièmement, le blanchiment des capitaux, financement du terrorisme sont des infractions par essence transnationales. C'est-à-dire, il peut y avoir quelqu'un qui a détourné ici et puis il achète une maison aux États-Unis d'Amérique. Vous voyez que l'argent a été détourné ici, mais on a acquis des biens aux États-Unis. Okay. On peut avoir des enfants qu'on crédite leur compte suffisamment avec de l'argent, s'y poser détourner. Parce que c'est là que nous voulons la transparence aussi des salaires de mandataires publics. Prenons quelqu'un qui a 20 000 $ comme salaire et qu'on trouve sur le compte de son fils 2 millions de $. C'est flou. Ça devient flou. En fait, le droit pénal de blanchiment, c'est un droit dérogatoire. Il revient à celui qu'on trouverait avec des fonds de justifier, d'en donner la source légale, et non plus au policier. Le policier va simplement dire que moi je doute. Voilà votre salaire, c'est 20 000 $. Toute l'année, ça en donnerait de 240 000 $. Oui. Mais comment vous pouvez avoir sur le compte 2 millions de $ que vous n'avez jamais même déclaré au fisc? Et c'est à vous. Donc, et puis, il y a beaucoup de probabilités que les fonds gelés, les avoirs gelés, puissent se retrouver sur l'américain. D'accord. Mais il arrive de fois, nous l'avons constaté, je crois qu'à l'époque c'était dans l'espace européen avec l'Union européenne, qui prend des sanctions, des gels à l'encontre des officiels congolais. Et après, il y a des réactions des officiels congolais pour dire « moi, je n'ai pas de bien dans cet État ». Alors que l'organisation a parlé évidemment du gel des avoirs. Contradiction. Essayons d'être un peu clairs. Le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la première force d'élite, c'est le renseignement. Soit on est sérieux, ces États sont sérieux, soit ils ne le sont pas. On ne peut pas se geler. Gel veut dire quoi? Rendre quelque chose qui est censé se mouvoir d'être fixe. Mais moi, je ne suis pas à leur conseil. Moi, je ne suis pas... Ils bénéficient de la présomption d'innocence. Mais en droit de blanchiment, ils bénéficient de la présomption de culpabilité. Donc, il faudrait qu'on puisse distinguer les choses. Ok, c'est ça la différence, c'est la nuance. Oui. Ici, on est dans la présomption de culpabilité. Lorsqu'on trouverait... Bon, parlons-en de là où on peut être encore plus à l'aise. Le président de la Guinée équatoriale. Mais quand vous avez des châteaux, quand vous avez des voitures luxueuses pour vos enfants, mais ces juridictions européennes sont compétentes d'en ordonner les gels. Mais comme chez nous, d'ailleurs c'est encore mieux. Lorsqu'on dit on a gelé vos avoirs, vous dites vous n'en avez pas, ça intéresse le fisc. Mais s'il est démontré que oui, cette maison-là est en votre nom. Parce que le blanchiment des capitaux, on peut aussi en démontrer. Vous pouvez mettre au nom de cousins, cousines, amis, relations d'affaires. Mais on peut démontrer que non, ce monsieur-là n'est que votre valet.
Vous avez par exemple... C'est la couverture. C'est la couverture. Ok. On peut enlever les masques et puis on peut mettre les journalistes dans toto. Donc vous voyez, c'est tout à fait nos... J'en doute fort qu'on ait ordonné les gels, des choses qui n'existent pas. Surtout avec des organisations du genre Union européenne. Vous en doutez fort. Au moins, la question que je peux comprendre, c'est celle, est-ce qu'on n'utilise pas la justice par l'instrument politique? Là où je pourrais dire oui, pourquoi le contexte aujourd'hui? Là, oui. Mais du point de vue du droit, je suis certain que lorsqu'ils ont parlé des gels, il y a effectivement... Alors, professeur, l'autre question. Si ces avoirs gelés et que les personnes qui doivent apporter des preuves, après vérification, évidemment, ils tombent dans la sanction. Ces avoirs, maintenant, vont appartenir à qui? Ils redeviennent à l'organisation qui les retient ou ils sont reversés pour l'État, dont les citoyens appartiennent? Je crois que quand nous parlons de nous-mêmes, il y a moins de passion. Oui, parlons de nous-mêmes. Votre loi dit, lorsqu'on a saisi et qu'on condamne le prévenu, ces fonds-là sont reversés au trésor public congolais. Ah, là, nous sommes d'accord, nous sommes contents. Mais maintenant, ce qu'on dit de l'autre côté, on a saisi, ces fonds-là sont reversés au trésor public européen. On dit non, non, il ne faudrait pas. Mais alors, on doit être cohérent. Donc, au moins pour nous, les Africains, parce que le détournement dépasse des limites. Il faudrait alors que l'État, quand il y a une procédure de blanchiment des capitaux à Tchad de son officiel, que cet État-là se constitue une partie civile. Mais en fait, c'est le paradoxe guinéen. La Guinée équatoriale, il y a une poursuite à Tchad de l'enfant du président, et que la Guinée, au lieu de se constituer partie civile, on dit non, non, cet argent-là c'est pour l'enfant. Donc on ne voudrait pas, on n'aimerait pas qu'on puisse se constituer. Mais si vous vous constituez partie civile, vous dites bon, moi Congo, c'est l'argent qu'on avait volé chez moi. Alors comme nous retourne, alors à ce moment-là, la justice va se prononcer quant à ça. Mais ici, on joue aux avoirs bâtards. Nous, les Congolais, nous disons non, ce n'est pas pour nous. La Guinée, non, ce n'est pas pour nous. Les Congo-Brazzaville, ce n'est pas pour nous. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On reverse au trésor de l'État où il y a la justice là. C'est ça, en fait, c'est le paradoxe. C'est le paradoxe. Oui. Professeur, l'autre question également. Le blanchiment de capitaux, oui, c'est la corruption. C'est cela? Pas nécessairement. Le blanchiment des capitaux, c'est une infraction autonome par rapport à celle de la corruption. Et la corruption peut générer des fonds qu'on peut blanchir. Alors à ce moment-là, les deux infractions seront commises. Et je voudrais préciser aussi, donc dans le blanchiment, qui est le recel en Belge, il n'est pas nécessairement que celui qui a été corrompu, c'est celui-là qui fait aussi le blanchiment. Il peut confier ce rôle-là à une autre personne qui peut être la banque, qui peut être un avocat, qui peut être un médecin, qui peut dissimuler les traces. Voilà. Donc il y a deux infractions qui sont autonomes. Ouais. Okay. Donc le fruit de blanchiment, c'est toute activité. Prenons celui qui vole, celui qui escroque, celui qui détourne, celui qui fait la contrefaçon, celui qui fait le faux monnayage, celui qui vend la drogue, ça génère le fonds, celui qui fait l'esclavage des êtres humains. Donc tout ça, ça génère des fonds susceptibles à être blanchis. D'accord. Alors professeur, vous avez parlé de la loi, de cette loi de 2004. Ouais. Mais cette loi existe il y a déjà plus d'une décennie. Bien sûr. Mais nous n'avons véritablement pas des traces. Il y a aujourd'hui en République démocratique du Congo des faits qui sont assimilables, blanchiment d'argent. On n'a jamais connu des faits, des gens dont les biens ont été saisis et reversés dans le trésor public. Cette loi ne produit pas d'effet. Le blanchiment des capitaux, quand vous lisez même, c'est là que nous pouvons rappeler à nos politiciens, à nos députés sénateurs. Je suis trop triste parce que quand vous lisez la loi, le projet de loi de 2004, le législateur ordinaire vous dit non, mais notre pays est sous administration, mais c'est un grand territoire, et on ne saura pas mener cette lutte-là. Mais quand vous dites bon, c'est un grand territoire, alors vous voulez quoi? Quelle est la solution d'un grand? Donc on coupe.
Et là, mais non, il faudrait qu'on soit respectable et responsable. Mais revenir à votre question. La justice non indépendante, l'état des droits non respecté, la démocratie qui est presque à marchant quatre pattes. Oui. On ne peut pas lutter parce que les vrais criminels, ce sont les puissants, les gouvernants, les commerçants, les industriels, les propriétaires des entreprises. Et qui va les juger? C'est là que la population... C'est ça qui rend la lutte difficile. Je vous disais une chose, que l'Arménie dit, la richesse rend les laits beaux, donne des jambes au boité. Oui. Vous voyez? On a donné à celui qui est laid la beauté. On donne à celui qui est handicapé des jambes. Mais comment un pauvre juge qui touche 500 $ ou 800 $ peut-il juger honnêtement un monsieur qui a détourné 10 milliards de dollars? Ou 10 millions même, ou même 200 000, pendant que sa femme est prise en otage, il ne sait pas payer les frais de l'enfant souffrant de la malaria. Je crois que la moindre des choses, c'est que chacun de nous veut survivre. Et s'il veut survivre, il va vous dire, bon, donnez-moi 10 000. C'est pourquoi on veut à ce que la lutte contre le blanchiment des capitaux et les financements doit s'inscrire dans l'éthique, dans les valeurs. On gagne, on n'engagera pas cette élite-là. Donc, nous sommes dans un problème. Nous sommes dans un problème et la solution, vous l'aviez proposée. Professeur, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Qu'est-ce que les gens qui nous suivent peuvent retenir de cette discussion que nous avons eue? Cette discussion, c'est que le monde est devenu planétaire. Vous pouvez commettre des faits ici et être jugé ailleurs. Parce que ce sont des crimes transnationaux. Et que ceux qui gèrent aujourd'hui doivent penser à ça. Mais attendez, professeur, nous avons vu les autorités commencer à dire non, l'Amérique n'a pas le droit de faire ce qu'il a fait. Nous avons entendu dire les autorités. L'Amérique est chez elle, elle dit je gèle. Elle est chez elle. Parce que nous voulons aller chez eux. Hein, les vacances, les bonnes écoles, les tourismes, les hôpitaux. Ils disent non. Non, mais c'est nous qui allons avec nos fonds. Donc c'est là... Donc, ça veut dire que notre réaction là, tout ça, ça ne produira aucun effet. Non, ça ne va pas produire. Au moins l'effet que ça peut produire, non, si vous avez un peu détourné, un peu beaucoup, mais construisez chez nous, n'amenez pas là-bas parce que sinon on va geler. C'est le message peut-être. Donc il est préférable de pouvoir construire chez soi. Chez soi. Merci professeur d'être venu dans cette émission. Professeur Boniface Kabanda, vous êtes professeur de droit, vous êtes également avocat. L'auteur de ce livre, je veux le prendre et le présenter, c'est un livre très volumineux intitulé La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Préface de Barnabé Luku Ilunga Chibang. Voilà. Votre livre publié dans l'édition Harmattan. Harmattan, oui. Voilà. Merci beaucoup. Cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien. À très bientôt et avec le même plaisir.